Bonjour. Alors, donc dernière partie dans ce chapitre sur les circuits en régime sinusoïdal permanent, où on va voir donc la notion d'impédance complexe. Alors pourquoi cette nouvelle notion, cette nouvelle grandeur, alors qu'on a vu déjà comment on faisait pour trouver n'importe quelle grandeur, tension ou intensité dans un circuit grâce aux grandeurs complexes associées? Eh bien, il y a deux raisons. Premièrement, l'impédance complexe, ça va être en fait en quelque sorte la carte d'identité de n'importe quel dipôle dans un régime sinusoïdal permanent. Et quand je dis n'importe quel dipôle, ça peut être n'importe quel appareil même très compliqué. Donc l'impédance complexe, ça va être comment le dipôle réagit dans un circuit en régime sinusoïdal permanent, notamment est-ce que par exemple pour une tension donnée, il laisse passer beaucoup de courant ou pas. Donc ça va être en fait entre guillemets la notion de résistance. Et puis est-ce que le courant va être déphasé par rapport à la tension qui lui est appliquée. Et donc on aura ces deux informations dans une seule grandeur. Alors ça c'est grâce à nouveau au complexe. Et donc cette grandeur s'appellera l'impédance complexe. Alors la deuxième raison, c'est que l'utilisation de ces impédances complexes va énormément nous simplifier l'étude des circuits dès qu'ils deviennent un petit peu complexes. Parce qu'en fait, pour l'instant, on a étudié que des circuits avec une maille. Alors peut-être certains en exercice, vous en avez étudié avec deux mailles. Mais en tout cas, pour l'instant, les calculs étaient relativement simples et l'établissement des équations différentielles était simple. Mais du coup, quand il y a plusieurs mailles, eh bien, là, l'utilisation des impédances et de petites méthodes pratiques qu'on va voir dans la seconde vidéo, eh bien tout ça, ça va s'avérer vraiment d'une simplification qui va être, on va dire, salvatrice. Parce que sinon, on s'en sortirait pas. Alors, donc on va commencer par introduire ce qu'est l'impédance complexe et voir l'impédance complexe des différents éléments habituels. Et puis dans un deuxième temps, donc, on verra cette utilisation pratique des impédances complexes. Alors l'impédance complexe ou impédance, c'est peut-être un terme qui vous évoque quelque chose. En effet, par exemple, quand on achète des enceintes ou des casques audio, eh bien l'impédance, c'est l'une des caractéristiques. Donc là, ici, on voit impédance 36 ohms. Alors on verra qu'effectivement, c'est en ohms comme une résistance. Alors ici, c'est uniquement l'impédance, c'est pas l'impédance complexe, donc on verra ce que c'est. Mais donc effectivement, tous les appareils qui fonctionnent avec du courant sinusoïdal, enfin avec des signaux sinusoïdaux, eh bien l'impédance, c'est ce qui va le caractériser, l'impédance complexe. Il y a également, vous connaissez sûrement, l'impédance mètre, qui est en fait un pèse-personne, mais qui permet en plus de déterminer certaines caractéristiques, comme par exemple la masse grasse, la masse musculaire, la masse osseuse, etc. Donc là, vous voyez ici des parties métalliques, eh bien c'est parce que on va envoyer dans votre corps une intensité sinusoïdale de haute fréquence et on va mesurer du coup la tension ou l'inverse, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de regarder la relation entre la tension et l'intensité qui passe dans votre corps. Et ça, a priori, ça va nous donner des informations supplémentaires que en plus de la masse. Et donc, bon, théoriquement, on a les pourcentages comme ça. Bon, c'est vraiment pas très très fiable. Mais bon, voilà en tout cas un objet grand public qui utilise l'impédance. Alors l'impédance complexe, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est très simple. On va se baser sur déjà ce qui caractérise un dipôle de manière générale. Donc la caractéristique d'un dipôle, c'est la relation entre la tension à ses bornes et l'intensité qu'il traverse. Donc, par exemple, pour la résistance, on a la tension de la résistance à n'importe quel instant, c'est égal à la résistance fois l'intensité. Ça veut donc dire que si vous avez une intensité appliquée qui est un petit peu, on va dire, bizarre, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc ça serait UR, et bien du coup l'intensité elle est proportionnelle. Par exemple, elle serait comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. Donc ici l'intensité suit directement la tension. Par contre, pour d'autres dipôles, eh bien par exemple un condensateur, pour lequel on a la caractéristique I égale C DUC sur DT, et bien là du coup, l'intensité qui traverse le condensateur dépend fortement de la forme de la tension à ses bornes. Par exemple, si on a une tension UC qui est constante, la dérivée vaut 0, et donc l'intensité qui traverse le condensateur, c'est 0. Par contre, si vous avez une tension qui varie de façon quadratique, c'est-à-dire au carré, donc qui est proportionnelle à T au carré, et bien à ce moment-là, l'intensité va augmenter linéairement. Donc, la relation entre la tension et l'intensité
dépend pas forcément uniquement d'une valeur, d'une caractéristique, ici la résistance. Donc on voit que, par exemple, pour le condensateur, ça dépend et de la capacité, mais aussi de la forme temporelle de la tension à ces bornes. Alors en RSP, eh bien, en fait, ça va se simplifier, ça, parce que, eh bien, en fait, vu que tous les signaux sont sinusoïdaux dans le régime permanent sinusoïdal, eh bien, il va y avoir toujours une relation de proportionnalité entre tension aux bornes du dipôle et l'intensité qui la traverse. Eh bien, en fait, parallèlement à U égale RI pour une résistance, eh bien, on va poser que pour tout dipôle linéaire en RSP, eh bien, la relation entre U et I, eh bien, c'est une relation linéaire et le facteur de proportionnalité, c'est Z, donc l'impédance complexe. Donc U égale ZI, tout ça avec des barres parce qu'on travaille avec les grandeurs complexes associées. Et donc Z bar, c'est l'impédance complexe. Alors cette impédance complexe, qui va donc être la caractéristique de n'importe quel dipôle linéaire en RSP, eh bien c'est une constante. Voilà, ça a une valeur pour un dipôle. Alors montrons-le. En fait, ici donc on a des grandeurs complexes associées. Donc on a U bar de t qui va toujours s'écrire U0 bar exponentielle j oméga t. On a I bar de t qui va elle aussi s'écrire sous la forme I0 bar exponentielle j oméga t. Donc quand on fait le rapport entre les deux, donc l'impédance complexe, ça va être égal à U bar de t sur I bar de t. Donc a priori, ça pourrait être quelque chose qui dépend du temps, mais en réalité, quand on développe, eh bien, on obtient U0 bar exponentielle j oméga t sur I0 bar exponentielle j oméga t. Donc on a le rapport des deux amplitudes complexes de la tension et de l'intensité qui traversent le dipôle. Et donc c'est constant. Alors on peut aller encore plus loin, puisque on a vu que l'amplitude complexe, c'est ce qui contient l'amplitude du signal, mais également sa phase à l'origine. Donc on peut développer aussi les amplitudes complexes. Et on en déduit donc à quoi correspond l'impédance complexe d'un dipôle en fonction de la tension et de l'intensité, en tout cas de leurs caractéristiques qui sont appliquées. Donc on obtient Z bar, l'impédance complexe, est égale à U0 sur I0 multiplié par exponentielle, alors j'ai oublié le J, J phi U moins phi I, puisque ici j'ai exponentielle J phi U divisé par exponentielle J phi, donc on obtient bien exponentielle J phi U moins phi I. Donc l'impédance complexe, c'est le rapport entre l'amplitude de la tension et l'amplitude de l'intensité multiplié par donc exponentielle J fois le déphasage de U par rapport à I. Ainsi, si on connaît l'amplitude complexe, eh bien, on peut déduire deux informations en faisant, comme d'habitude, le module et l'argument donc de la grandeur complexe. Donc le module de l'impédance complexe, eh bien, ça va être simplement, puisqu'ici le module de l'exponentielle complexe c'est 1, eh bien, ça va être le rapport de l'amplitude de la tension sur l'amplitude de l'intensité. Et du coup, ça fait penser à une résistance. Donc en fait, le module de l'impédance complexe, ça va être en quelque sorte la résistance du dipôle en régime sinusoïdal permanent. Et donc, bien évidemment, en termes de dimension, eh bien, l'impédance ou module de l'impédance complexe, eh bien, ça va être en ohms. Donc ça, encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'impédance ou module de l'impédance complexe. Donc c'est ça en fait qui était indiqué pour le casque qu'on a vu en introduction. Ensuite, donc l'argument de l'impédance complexe, eh bien, on a directement, donc ça, l'argument c'est nul, et donc on est sous forme trigo, l'argument c'est directement, eh bien ici, le déphasage de U par rapport à I. Donc ça, on n'a pas vraiment de correspondance en régime continu, tout comme là on avait la résistance. Ici, donc, l'argument de Z bar, c'est le déphasage entre UI. Donc ça n'a pas l'air très très intéressant comme ça. En réalité, même si ce n'est pas au programme, cette grandeur est extrêmement importante pour toutes les considérations énergétiques. En fait, l'énergie ou la puissance que va recevoir un dipôle va dépendre directement du déphasage entre la tension appliquée et l'intensité qui la traverse. Donc voilà,
quand vous connaissez l'impédance complexe d'un dipôle, aussi compliqué soit-il, hein, parce qu'un dipôle, ça peut être composé de milliers d'autres dipôles plus élémentaires. Donc, le module de cette impédance complexe va représenter le rapport entre l'amplitude de la tension sur l'amplitude de l'intensité, c'est-à-dire la résistance de ce dipôle, alors que l'argument, ça va représenter le déphasage de U par rapport à I. Alors maintenant donc qu'on a introduit l'impédance complexe et qu'on a vu à quoi correspondait physiquement le module et l'argument, eh bien on va regarder du coup l'impédance de quelques dipôles communs. En fait les trois habituels, résistance, condensateur et bobine. Donc pour une résistance, on a UR de T qui est toujours égal à R fois I de T, quelle que soit la forme des signaux. Donc en RSP, en utilisant les grandeurs complexes associées, on a bien sûr UR bar de T est égal à R fois I bar de T. Donc, par identification, eh bien, on obtient que l'impédance complexe d'une résistance, donc je mets R en indice pour bien dire impédance complexe d'une résistance, eh bien, c'est tout simplement la valeur de la résistance. Voilà. Et donc, ça ne dépend de rien, c'est une constante absolue, ce qui fait que qu'on soit en régime sinusoïdal permanent à basse fréquence ou haute fréquence par rapport aux fréquences caractéristiques du signal, eh bien on a toujours la même relation entre U et I. Donc par exemple, si j'utilise la représentation de Fresnel, eh bien à basse fréquence, on aura UR à l'instant T et UI à l'instant T qui sont comme ça. Donc je rappelle, en représentation de Fresnel, ce sont des vecteurs qui tournent comme ceci. Eh bien à haute fréquence, on aura exactement la même chose. Donc une résistance idéale, parce qu'en réalité il y a des petits effets dont on ne parle pas, mais bon voilà, une résistance idéale a des caractéristiques qui ne dépendent pas de la fréquence. Et donc on a une relation entre les deux amplitudes qui reste toujours la même, et les deux signaux, tension et intensité, sont en phase. Puisque donc l'argument de Z est nul. Donc les deux sont en phase. Alors évidemment, on va avoir des choses un peu plus originales avec le condensateur et la bobine. Donc on part de la relation générale. On sait que pour un condensateur en convention récepteur, donc IC c'est égal à C fois DUC sur DT, donc quel que soit le régime. Donc en régime sinusoïdal permanent, IC bar de T, ça va être égal à C fois DUC bar sur DT, sauf que, eh bien, ici, vu qu'on est en régime sinusoïdal permanent, eh bien, la dérivée, c'est J oméga. Voilà. Et donc ici, on a la relation entre I et U. On peut l'écrire plutôt UC bar est égal à 1 sur JC oméga fois IC bar de T. Et à ce moment-là, par identification, eh bien, on en déduit que l'impédance complexe d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Donc, si je regarde le module et l'argument, le module c'est 1 sur C oméga, et l'argument, c'est toujours moins pi sur 2. Donc cela signifie que la tension UC est toujours en retard de pi sur 2, donc en quadrature de phase, retard de pi sur 2 par rapport à l'intensité qui la traverse. Du coup, si je trace à basse fréquence et haute fréquence les représentations de Fresnel. Donc là, on a UC. Et donc, on va avoir UC qui est en retard par rapport à l'intensité. En plus, à basse fréquence, eh bien, oméga est très petit, donc le module de ZC va être très grand. Or, le module de ZC, c'est eh bien, U0 sur I0. Donc si U0 sur I0 est très grand, ça veut donc dire que I0 va être beaucoup plus petit que U0. Donc à basse fréquence, on va avoir l'intensité qui est en avance
Oui, c'est bien ça, on avance. Comme ceci, mais très petite. À haute fréquence, on va avoir oméga qui va être très grand. Donc ZC en module va être très petit. Donc si ZC est très petit, eh bien, on va avoir l'intensité qui va être grande par rapport à U0. Donc on va avoir plutôt quelque chose comme ceci. Parce que le déphasage, lui, reste tout le temps le même.